Le silence s'abattit sur la salle principale du restaurant L'Apogée. Un silence si lourd et si soudain qu'il semblait avoir aspiré tout l'oxygène de la pièce, figeant les conversations mondaines et le tintement discret de l'argenterie sur la porcelaine fine à 20 tables différentes. Julien Delacroix, le PDG impitoyable du groupe Delacroix et héritier d'une fortune estimée à 6 milliards d'euros, se tenait au-dessus d'une serveuse tremblante, une liasse de billets de banque neufs craquant dans sa main manucurée. 1000 euros, ricana-t-il, sa voix dégoulinant d'une arrogance glaciale qui fit frissonner les témoins de la scène. 1000 euros pour mettre une bague, signer un papier et faire semblant d'être ma femme pour un seul dîner. C'est plus que ce que vous gagnez en un mois de labeur pathétique. Il s'attendait à ce qu'elle pleure, il s'attendait à ce qu'elle supplie, ou peut-être qu'elle ramasse l'argent avec une gratitude servile, mais il ne s'attendait absolument pas à ce que la jeune fille timide lève la tête, ses yeux noisettes devenant soudain aussi tranchants que des diamants bruts, pour lui livrer une réponse qui allait non seulement le stupéfier, mais menacer d'ébranler les fondations mêmes de son empire financier. Ce qu'elle dit ensuite ne fut pas un simple refus, ce fut une déclaration de guerre totale. Dehors, la pluie fouettait avec violence les immenses baies vitrées de l'Apogée, le restaurant le plus exclusif de Paris, perché au sommet d'une tour de la Défense, offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel scintillante sous l'orage. À l'intérieur, l'air embaumait l'huile de truffe, le cuir vieilli et l'argent ancien, mais pour Chloé Vasseur, cela sentait l'épuisement pur et simple. Elle ajusta son tablier, tentant désespérément de dissimuler le tremblement nerveux de ses mains, gercées par le travail manuel. Elle était debout depuis 10 heures d'affilée, ses chaussures bon marché aux semelles usées n'offrant aucune protection contre la dureté impitoyable du sol en marbre italien. À 24 ans, Chloé était un fantôme dans cette ville lumière, juste un autre visage anonyme de l'industrie des services, invisible aux yeux des titans de l'industrie qu'elle servait avec déférence. La table numéro 4 était le problème, ou plutôt, l'homme assis à la table numéro 4. Julien Delacroix était impossible à manquer. 32 ans, des cheveux de la couleur de la nuit sans lune et des yeux d'un acier froid, il portait un costume sur mesure de chez Brioni qui coûtait plus cher que l'ensemble des frais de scolarité que Chloé avait dû abandonner faute de moyens. Il ne mangeait pas. Il buvait un verre de whisky écossais, âgé de 30 ans, et fixait son smartphone avec une expression de fureur pure, ses doigts serrant l'appareil comme s'il voulait le broyer. « Je me fiche de ce que dit le conseil d'administration, Marc », siffla Julien dans son téléphone, sa voix basse portant un poids dangereux qui traversait le brouhaha ambiant. « Le testament de mon grand-père est clair. J'ai besoin d'une épouse pour garantir les droits de vote pour la fusion. C'est une règle archaïque, je te l'accorde, mais elle est juridiquement contraignante. » Chloé s'approcha lentement avec la carafe d'eau en cristal, essayant de se faire aussi petite que possible, de se fondre dans le décor luxueux. « Non, je n'ai pas de fiancé », claqua Julien, frappant sa main libre sur la table, faisant teinter violemment les couverts en argent. Isabelle est partie ce matin quand elle a découvert que l'héritage était lié à l'entreprise et non à mon compte personnel. J'ai exactement. Il consulta sa montre Patek Philippe au poignet. 4 heures pour déposer l'intention de mariage auprès des avocats de la fiducie familiale, sinon je perds le contrôle de la société au profit de ma belle-mère. Le cœur de Chloé rata un battement. Elle connaissait Julien Delacroix, tout le monde le connaissait. Il était le loup de la nouvelle génération du CAC 40, un prédateur qui achetait des entreprises familiales, les démembrait pour en vendre les actifs et licencier des milliers de personnes sans cligner des yeux. Il était efficace, brillant et totalement dépourvu de cœur. Alors qu'elle tendait le bras pour remplir son verre d'eau, un coup de tonnerre soudain ébranla le gratte-ciel. Surprise, Chloé tressaillit violemment. La lourde carafe en cristal glissa de sa paume moite. Fracas. L'eau glacée et les éclats de cristal explosèrent sur la table, inondant la manche du costume à 10 000 euros de Julien. Le silence qui suivit fut assourdissant, le restaurant entier se figea comme dans un tableau vivant. Le maître d'hôtel, un homme terrifiant nommé Henri, marchait déjà vers eux d'un pas militaire, le visage pourpre de rage contenue. Julien abaissa lentement son téléphone, regarda sa manche trempée, puis leva les yeux vers Chloé. Ses yeux étaient vides de toute émotion, ce qui était bien plus effrayant que la colère. « Yeah. Je suis tellement désolé, monsieur », balbutia Chloé, attrapant précipitamment une serviette en tissu. « Je vais arranger ça. Je vais éponger. »« Arrêtes, dit Julia. » Sa voix claqua comme un fouet. Henri arriva, hors d'haleine. « Monsieur Delacroix, je suis mortifié. » Elle est renvoyée immédiatement. « Sortez, Chloé. »« Sortez maintenant. »« Attendez, » dit Julien en levant une main impérieuse sans regarder Henri, gardant son regard verrouillé sur Chloé. Il l'étudiait, non pas comme une personne, mais comme un actif potentiel, un objet à évaluer. Il observa ses traits simples mais fins, son absence totale de bijoux, l'élargissement terrifié de ses yeux noisettes. Elle avait l'air innocente, malléable, désespérée. « Laissez-nous », commanda Julien à Henri.
Mais monsieur, elle a ruiné votre. J'ai dit, laissez-nous. Henri battit en retraite en s'inclinant, humilié. Julien se leva, dominant Chloé de toute sa hauteur. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste sèche et en sortit une pince habillée en or. Il détacha 10 billets de 100 €. Vous venez de perdre votre emploi, dit Julien, son ton devenant conversationnel, presque clinique. Vous avez probablement un loyer à payer. Peut-être des dettes. Vous avez l'air d'avoir des dettes. Chloé se raidit. Elle avait énormément de dettes, des factures médicales et funéraires pour une mère décédée 3 mois plus tôt, la laissant seule au monde avec rien d'autre que le deuil et des avis d'huissier. « Je ne veux pas de charité, » murmura-t-elle, serrant la serviette humide contre sa poitrine. « Ce n'est pas de la charité. C'est une transaction. » Julien jeta les billets sur la nappe mouillée. Ils absorbèrent l'eau, devenant lourds et flasques. 1 000 €. C'est l'offre. « Pourquoi faire ?» demanda-t-elle. « Pour être ma femme. » Chloé cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon. Mes avocats rédigent les papiers en ce moment même. J'ai besoin d'une signature sur un certificat de mariage ce soir pour satisfaire une clause d'un fonds fiduciaire qui m'oblige à être un homme de famille pour hériter du siège de PDG de façon permanente. » Il la regarda avec un mépris ouvert. « Je n'ai pas besoin d'une vraie femme. J'ai besoin d'un corps, quelqu'un qui a l'air innocent, timide et reconnaissant. Vous correspondez parfaitement au profil. » Il se pencha vers elle, son parfum de bois de santal et d'argent froid envahissant ses sens. « Soyez ma femme pour 1 000 €. Vous signez les papiers, vous restez à mes côtés au gala demain soir, et ensuite nous annulons le tout dans 3 mois. Vous recevez 1 000 € maintenant, et disons 5 000 de plus quand nous divorcerons. C'est l'argent le plus facile que vous ferez jamais. » Chloé regarda l'argent. C'était humiliant. Il achetait sa vie, son nom, sa dignité pour le prix d'une bouteille de vin dans ce restaurant. Il pensait qu'elle n'était personne. Il pensait qu'elle n'était qu'une serveuse maladroite qui sauterait sur les miettes tombant de sa table. Julien vérifia sa montre à nouveau. Tic-tac, chérie. Oui ou non? Si vous passez cette porte, vous êtes au chômage et fauché. Si vous dites oui, vous survivez. Chloé fixa l'argent, puis elle regarda Julien. Quelque chose changea dans sa posture, la timidité s'évapora, ses épaules se redressèrent. Elle tendit la main, ramassa la liasse de billets mouillés, les tint un instant, puis les laissa tomber avec dédain dans la carafe d'eau glacée restante. La mâchoire de Julien se serra. « Est-ce un non? Vous faites une erreur. »« Non, monsieur Delacroix, » dit Chloé. Sa voix était différente maintenant. Le tremblement avait disparu, remplacé par une diction claire, résonnante et remarquablement aristocratique. « Je négocie. »« Vous êtes une serveuse, » railla-t-il. « Vous n'avez aucun levier. »« J'ai la seule chose que vous n'avez pas, » répondit-elle doucement. « J'ai un passé vierge. Si vous engagez un mannequin ou une escorte pour cette mascarade, la presse le découvrira en 1 heure. Les administrateurs de votre grand-père annuleront l'héritage. Vous avez besoin d'une personne insignifiante. Mais voici le problème, monsieur Delacroix. » Elle fit un pas vers lui, envahissant son espace personnel. « Je ne suis pas une personne insignifiante, et je ne veux pas de votre argent. »« Alors que voulez-vous » demanda Julien, sincèrement confus pour la première fois depuis des années. Chloé sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je vous épouserai. Je jouerai l'épouse dévouée. Je sauverai votre entreprise. Mais mon prix n'est pas en espèces. »« Nommez-le, » la défia-t-il. « Je veux un accès, » dit-elle. Un accès complet et sans restriction aux archives juridiques du groupe Delacroix de l'année 2018. Julien se figea. 2018 était l'année où son père avait mené une OPA hostile sur une entreprise technologique rivale, détruisant la famille qui la possédait. C'était un chapitre sombre de l'histoire de l'entreprise, un chapitre profondément enfoui. « Pourquoi » exigea-t-il, ses yeux se plissant. « C'est ma condition, » dit Chloé. « Prenez-la, ou allez trouver une autre serveuse et regardez votre empire s'effondrer d'ici demain matin. » Julien la fixa. Qui était cette femme? Une minute elle tremblait pour de l'eau renversée, la minute suivante elle faisait chanter un milliardaire. Mais l'horloge tournait. Il n'avait pas le choix. « D'accord, » grogna Julien. « Vous aurez votre accès. Mais si vous me trahissez, Chloé. »« Je n'en rêverai pas, Marie, » se moqua-t-elle. « Maintenant, ne devrions-nous pas y aller? Nous avons un mariage auquel assister. » Le trajet vers la mairie fut silencieux. Ils étaient assis à l'arrière de la Maybach blindée de Julien, séparés par une vaste étendue de cuir et un gouffre encore plus large de méfiance. Julien tapait furieusement sur son ordinateur portable.
Il avait déjà envoyé un accord de non-divulgation et un contrat de mariage à l'imprimante intégrée de la voiture. « Signez ceci », dit-il sans lever les yeux, lui tendant une tablette. « Le contrat de mariage stipule que vous n'obtenez rien. Pas de pension alimentaire, pas d'action, pas de propriété. Vous partez avec ce avec quoi vous êtes venu. L'accord de confidentialité stipule que si vous parlez à la presse, je vous poursuis pour chaque centime que vous gagnerez jamais. » Chloé prit la tablette. Elle ne fit pas simplement défiler jusqu'en bas pour signer. Elle commença à lire. « Chauffeur, allumez la liseuse, s'il vous plaît, » demanda-t-elle. Julien leva les yeux au ciel. « C'est du standard. Signez juste. »« La clause 14 est intéressante, » murmura Chloé, son doigt traçant l'écran. « L'épouse accepte de renoncer à tous les droits sur la propriété intellectuelle créée pendant l'union. C'est agressif, Julien, même pour vous. » Julien arrêta de taper. Il se tourna. Pour la regarder. Les réverbères clignotaient sur son visage, illuminant une intelligence vive qu'il avait manqué au restaurant. « Vous savez lire le jargon juridique. »« Je lis beaucoup, » dit-elle évasivement. « Et la clause 22, la clause d'infidélité. Elle me pénalise si je trompe, mais il n'y a pas de pénalité réciproque pour vous. Je suis Julien Delacroix. Je ne suis pas pénalisé. Alors je ne signe pas. » Chloé posa la tablette sur le siège entre eux. « Je vous ai dit que je faisais cela pour les archives. Je ne serai pas piégé dans un lien juridique qui me laisse responsable de vos dettes ou de vos erreurs. Modifiez la clause 22 pour qu'elle soit réciproque et supprimez complètement la clause 14. » Julien rit, un aboiement dur. « Vous pensez être en position d'exiger des choses? Nous sommes à 10 minutes de la mairie. »« Et vous êtes à 4 heures de perdre 6 milliards d'euros, » contesta calmement Chloé. « Changez le contrat, Julien, ou dites à votre chauffeur de faire demi-tour. » Pendant un long moment tendu, le seul son fut le ronronnement du moteur et la pluie sur le toit. Julien la regarda vraiment. Son uniforme était taché d'eau, ses cheveux se détachaient de son chignon, mais elle se tenait avec la prestance d'une reine. « Très bien, » claqua-t-il. Il ouvrit le fichier, fit les modifications et rendit la tablette. « Fait. Êtes-vous heureuse ?» « Extatique, » dit-elle sans émotion, signant son nom avec fioriture. Chloé Vasseur. Le mariage fut une affaire lugubre, un officier d'état civil fatigué, un témoin qu'on fut traîné du couloir, et 2 personnes qui ne pouvaient pas se supporter. Quand l'officier demanda les alliances, Julien sortit de sa poche un diamant stupéfiant de 4 carats, la bague destinée à Isabelle. Il saisit la main de Chloé. Sa peau était rêche, ses ongles courts et non vernis, des mains de travailleuse. Il glissa la bague. Elle était trop grande. « Moi, Julien, je te prends, Chloé, » bourdonna-t-il, donnant l'impression de lire une liste de courses. « Moi, Chloé, je te prends, Julien, » répéta-t-elle, la voix stable. Quand l'officier dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Julien hésita. Il regarda la femme qu'il venait d'acheter. Il se pencha, ayant l'intention de lui donner un baiser rapide sur la joue, mais Chloé attrapa les revers de sa veste. Elle l'attira vers le bas et l'embrassa correctement. Pas par amour, mais par performance. S'il devait tromper le monde, il devait commencer maintenant. Ses lèvres étaient douces, chaudes et avaient un goût de menthe poivrée. Pendant une fraction de seconde, le cerveau de Julien court-circuita. Il oublia le contrat, l'argent et la fusion. Elle se recula, le laissant légèrement étourdi. « N'ayez pas l'air si choqué, chérie, » murmura-t-elle assez fort pour que l'officier entende. « Nous devons faire en sorte que cela paraisse réel. » Ils sortirent dans l'air frais de la nuit en tant que mari et femme. « Mon chauffeur vous emmènera à Montpentouse, » dit Julien, recouvrant son sang-froid. Il vérifiait à nouveau son téléphone. « Je dois aller au bureau pour déposer les papiers de la fiducie. Le personnel aura des vêtements pour vous. Demain soir, c'est le gala feu et glace à l'Opéra Garnier. C'est le plus grand événement social de la saison. Tout le monde sera là. Mes concurrents, la presse, les membres de mon conseil d'administration. » Il se tourna vers elle, son expression sombre. « Ne m'embarrassez pas, Chloé. Vous devez avoir l'air d'appartenir à une robe à 10 000 euros. Pouvez-vous gérer cela? Ou avez-vous besoin que j'engage un coach d'acteur ?» Chloé regarda la ligne d'horizon de Paris, ses yeux se fixant sur une tour lointaine qui portait autrefois le nom de Saint-Clair. Un bâtiment qui avait été vendu il y a des années. « Ne vous inquiétez pas, Julien, » dit-elle, sa voix teintée d'une tristesse cachée qu'il ne put détecter. « Je sais exactement comment porter le masque de la richesse. Je porte un masque depuis longtemps. Bien. Voici une carte de crédit. Achetez ce dont vous avez besoin. Ne faites pas de folie. » Il lui tendit une carte noire Centurion.
Je ne dépenserai pas un centime de votre argent pour moi-même, dit-elle en empochant la carte. Donnez-moi juste la clé des archives. Lundi, dit-il, après le gala, si vous survivez à la nuit. Il monta dans une deuxième voiture qui venait d'arriver, la laissant seule sous la pluie avec le chauffeur de la Maybach tenant la porte ouverte pour elle. Alors que Chloé glissait dans l'intérieur en cuir de la voiture de Julien, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un numéro masqué. Elle répondit, sa voix tombant à un murmure. « Je suis dedans. »« Est-ce qu'il se doute de quelque chose ?» demanda une voix déformée à l'autre bout. « Non, » dit Chloé en regardant le diamant massif pesant sur sa main. « Il pense que je suis juste une serveuse désespérée. Il n'a aucune idée qu'il vient d'épouser la fille de l'homme qui l'a détruit. »« Sois prudent, Chloé. » Julien Delacroix est un requin. S'il découvre que tu es en fait Chloé Sinclair, fille de Marc Sinclair, il ne fera pas que divorcer. Il t'enterrera. Il ne le découvrira pas, dit Chloé, ses yeux se durcissant alors que la voiture commençait à se déplacer vers le Penthouse de luxe avenue Montaigne. Pas avant que j'aie les preuves pour prouver qu'il a piégé mon père. Au moment où Julien réalisera qui je suis vraiment, je le posséderai. Elle raccrocha le téléphone et regarda par la fenêtre. Le jeu avait commencé. Le Penthouse au sommet de la tour de la Croix était moins un foyer qu'un musée d'art contemporain. C'était froid, moderne et totalement vide de vie. Tout était blanc, chrome ou marbre noir. Chloé se tenait au centre du salon, sentant le silence pressé contre ses oreilles. Une gouvernante, Madame Martin, lui avait montré l'aile des invités, mais Chloé était retournée sur le balcon principal. En dessous d'elle, Paris scintillait. Quelque part là-bas, son père était assis dans une prison de sécurité minimale, purgeant la 4e année d'une peine de 10 ans pour détournement de fonds, un crime que Chloé savait qu'il n'avait pas commis. Les preuves avaient été plantées, et toutes les routes menaient au groupe de la Croix. « Vous êtes réveillés. » Elle pivota. Julien se tenait là. Il avait desserré sa cravate et retroussé ses manches. Il était 2 heures du matin. Il avait l'air fatigué, dépouillé d'une partie de son vernis de méchant. « Je ne pouvais pas dormir, » dit Chloé. « Le lit est trop mou pour vous, » ricana-t-il en se versant un verre. « Où êtes-vous en train de calculer combien de meubles vous pouvez voler ? » Je me demandais pourquoi un homme avec 6 milliards d'euros vit dans une maison qui ressemble à une salle d'attente d'hôpital, rétorqua-t-elle. Julien s'arrêta, le verre à mi-chemin de ses lèvres. C'est efficace. Je n'aime pas le désordre. Vous n'aimez pas la chaleur, corrigea-t-elle. Je ne vous ai pas engagé pour vos opinions de décoration intérieure. Allez dormir. Les stylistes arrivent à 8 heures. Si vous avez des cernes sous les yeux, la presse pensera que je vous maltraite. N'est-ce pas le cas ? Julien se tourna pour lui faire face. Je vous ai sauvé de la pauvreté. Je vous ai donné un toit. Je vous ai donné. Vous m'avez donné un travail, coupa Chloé. Et je vais le faire. Mais ne prétendez pas être un sauveur, Julien. Vous êtes juste un homme qui avait besoin d'un accessoire. Elle passa devant lui vers le couloir. Alors qu'elle passait, Julien capta une odeur de son shampoing, quelque chose de bon marché, comme la vanille et la pluie, mais étrangement réconfortant comparé au parfum lourd des femmes qu'il fréquentait habituellement. « Attendez, » dit-il. Chloé Esserita. « Les archives, » dit-il. « Les fichiers que vous voulez, ils sont dans la chambre. Forte du sous-sol. Accès biométrique uniquement. Pourquoi vous souciez-vous des acquisitions de 2018 ?» Chloé ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas le laisser voir son visage. « J'avais une amie qui travaillait pour Sinclair Industries, l'entreprise que vous avez rachetée. Elle a perdu sa retraite. Je veux juste voir si c'était légal. »« Tout ce que je fais est légal, » dit froidement Julien. « Impitoyable, peut-être. Mais légal. » Marc Sinclair était un escroc. Il a volé ses propres investisseurs. « C'est ce que le tribunal a dit, » murmura Chloé. « C'est ce que les preuves disaient. Bonne nuit, Julien. » Le soir suivant, la transformation fut terrifiante. 3 stylistes avaient passé 4 heures à tirer, peindre et polir Chloé. Quand elle se tint enfin devant le miroir en pied, elle ne se reconnut pas. Elle portait une robe en soie vert émeraude qui s'accrochait à ses courbes comme une seconde peau. Elle était dos nu, audacieuse et criait le pouvoir. Ses cheveux châtain-miel étaient relevés en un chignon complexe, révélant la courbe fine de son cou. Elle avait l'air chère. Elle avait l'air dangereuse. Julien entra dans la pièce, ajustant son smoking. Il s'arrêta net. Il avait vu de belles femmes, il était sorti avec des mannequins, mais il n'avait jamais vu personne ressembler tout à fait à cela. Ce n'était pas juste la robe, c'était la façon dont elle la portait. La plupart des gens laissaient les vêtements les porter. Chloé portait la soie comme une armure. Eh bien,
demanda-t-elle en se tournant vers lui, est-ce que je passe l'inspection? Julien s'éclaircit la gorge, repoussant un étrange battement dans sa poitrine. Adéquate. Le collier manque. Il se dirigea vers un coffre-fort mural et en sortit un collier de diamants et d'émeraudes. Il se tint derrière elle. Relevez vos cheveux. Chloé obéit. Ses doigts effleurèrent la nuque de son cou, sa peau était brûlante. Il ferma le lourd bijou autour de sa gorge. Un instant, ses mains s'attardèrent sur ses épaules. Écoutez-moi, dit-il, sa voix basse près de son oreille. Ce soir, vous allez rencontrer des gens qui veulent me voir échouer. Ils vous souriront tout en tenant un couteau derrière leur dos. Ma belle-mère, Victoria, sera là. C'est elle qui veut l'entreprise. Elle essaiera de vous piéger. Elle posera des questions sur notre passé, notre cours. Quelle est notre histoire? Demanda Chloé, regardant son reflet dans le miroir. Nous nous sommes rencontrés dans une bibliothèque, improvisa Julien. Vous lisiez, je ne sais pas, quelque chose d'intellectuel, de la poésie. Je lisais l'Enfer de Dante, dit Chloé. Approprié, considérant que j'étais sur le point d'entrer en enfer avec vous. La lèvre de Julien tressaillit. Un sourire? Non, il le rattrapa. Tenez-vous-en au script. Soyez vague. Souriez. Buvez du champagne, mais ne vous saoulez pas. Et pour l'amour de Dieu, ne mentionnez pas que vous serviez des tables. Je suis prête, Julien. Il offrit son bras. C'est l'heure du spectacle, Madame Delacroix. Le gala feu et glace se tenait à l'Opéra Garnier. C'était une mer de flashs d'appareils photo et de paparazzi hurlants. Monsieur Delacroix, qui est la femme mystère? Est-il vrai que vous vous êtes marié en secret? Regardez par ici. Julien guida Chloé à travers le chaos avec une main ferme sur sa taille. Sa prise était possessive. Protectrice? Non, possessive. Il gardait son actif. À l'intérieur, la salle de bal était d'une opulence suffocante. Chloé sentit sans perdre l'évaluer, la chiffrer, la juger. Julien. Une voix comme du verre brisé coupa le bruit. Une femme en robe rouge s'approcha. Elle était plus âgée, peut-être 50 ans, mais préservée par la chirurgie et l'amertume. C'était Victoria Delacroix, la belle-mère de Julien. J'ai entendu les rumeurs, dit Victoria, toisant Chloé de haut en bas avec un dédain ouvert. Mais je ne pensais pas que tu irais vraiment jusqu'au bout. Qui est cette créature? C'est ma femme, Chloé, dit Julien, sa voix dure. Chloé, voici Victoria. Enchantée, dit Chloé avec fluidité. Elle ne fit ni révérence ni courbette. Elle tendit une main, paume vers le bas, forçant Victoria à la prendre dans un geste de soumission ou à l'ignorer grossièrement. Victoria la prit, ses ongles s'enfonçant. Chloé. Je ne me souviens pas d'une famille de ce nom dans le bottin mondain. D'où venez-vous, ma chère? Les Hamptons? Le Connecticut? Je viens d'un endroit où nous ne posons pas de questions grossières dans les 30 secondes suivant une rencontre, dit Chloé avec un sourire poli. Julien Serraidit. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent. Parden, aleta Victoria. Je veux dire, continua Chloé, sa voix douce comme du sirop, que Julien m'a tellement parlé de votre inquiétude pour l'entreprise. C'est charmant de rencontrer enfin la femme qui a essayé de lui enlever son héritage. Victoria de Vint Pale. Toi, petite insolente. Est-ce le ministre des Finances là-bas? Interrompit Chloé, regardant au-delà de Victoria. Julien, chéri, tu as promis de me présenter. Nous devons vraiment discuter des nouvelles implications fiscales pour la fusion. Elle tira Julien au loin, laissant Victoria la bouche ouverte. Une fois hors de portée de voix, Julien se pencha. Qu'est-ce que c'était que ça? Ça, dit Chloé, le cœur battant, c'était moi en train d'improviser. Vous avez dit qu'elle était une ennemie. Je l'ai traitée comme telle. Julien la regarda, ses yeux flamboyants. Vous êtes imprudente. Je suis efficace. Vous. Julien commença, mais il fut coupé. Julian. Cette fois, la voix était jeune, féminine et dégoulinante de familiarité. Chloé se fija. Elle connaissait cette voix. Elle se tourna pour voir une grande blonde éblouissante approcher. C'était Isabelle, l'ex-fiancée de Julien, celle qu'il avait larguée la veille. Et pire, marchant à côté d'elle se trouvait un homme que Chloé reconnut instantanément. Un homme qui travaillait autrefois pour son père, un homme qui savait exactement qui était Chloé Sinclair. L'homme plissa les yeux vers Chloé, penchant la tête. « Chloé » dit l'homme, confus. « Chloé Sinclair, c'est toi. » Le monde s'arrêta. Julien fronça les sourcils, regardant entre l'homme et sa femme. « Sinclair » répéta Julien.
Pourquoi vous a-t-il appelé Sinclair? L'air dans la salle de bal sembla disparaître. Chloé sentit le sang quitter son visage, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. L'homme debout à côté d'Isabelle était Arthur Fabre, l'ancien directeur financier de son père, l'homme qui avait témoigné contre lui. Sinclair, répéta Julien, sa voix basse et dangereuse. Il regarda Chloé, ses yeux se rétrécissant en fente. Pourquoi vous a-t-il appelé comme ça? Chloé eut une fraction de seconde pour décider de son sort. Si elle paniquait, elle était morte. Si elle fuyait, elle était coupable. Elle devait mentir, et elle devait en faire la performance de sa vie. Elle força un sourire confus et poli sur son visage. Elle se tourna vers Arthur Fabre, penchant légèrement la tête. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix stable. Monsieur Fabre, n'est-ce pas? Je vous ai servi du champagne au gala de Charité Sinclair il y a 3 ans. Je suis flatté que vous vous souveniez de mon visage, bien que je pense que vous ayez confondu mon badge avec le nom de famille de l'hôte. » Arthur cligna des yeux, ses yeux intoxiqués essayant de faire le point. Le gala. Oui, mentit Chloé avec fluidité. Je travaillais pour Elite Traiteur. Vous m'avez donné un pourboire de 20 €. C'était très généreux. Elle se tourna vers Julien, ses yeux larges et innocents. Julien, c'est le monsieur dont je t'ai parlé, celui qui a renversé du vin rouge sur le tapis et a blâmé le personnel. C'etait un pari énorme. Mais elle savait qu'Arthur Fabre avait l'alcool mauvais et la mémoire trouble. Arthur bafouilla, son visage devenant rouge. Je n'ai pas. Julien fixa Arthur, puis regarda à nouveau Chloé. La tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Lentement, la suspicion dans les yeux de Julien s'estompa, remplacée par un amusement froid. Il la croyait. Pourquoi ne le ferait-il pas? Pour lui, elle n'était qu'une serveuse. Il était parfaitement logique qu'elle ait servi ses rivaux. Je vois, dit Julien, sa voix dégoulinant de glace. Il s'avança, dominant Arthur. Monsieur Fabre. Il semble que vous ayez l'habitude de mettre les femmes mal à l'aise. Ma femme n'est plus le personnel. Elle est Madame de la Croix. Je vous suggère de vous en souvenir ou je demanderai à la sécurité de vous escorter dehors. Isabelle, furieuse que sa tentative d'humilier Julien ait échoué, tira sur le bras d'Arthur. Viens, Arthur. Tu es Saul. Alors qu'il s'éloignait, Chloé laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Ses genoux semblaient faibles. Bien rattrapé, murmura Julien, plaçant une main dans le creux de son dos. La chaleur de son toucher brûlait à travers la robe en soie. Je n'ai rien sauvé, dit Chloé, essayant de garder sa voix légère. Il était juste confus. Non, dit Julien en se penchant tout près. Vous l'avez géré avec prestance. La plupart des femmes se seraient effondrées. Vous êtes pleine de surprises, Chloé. L'orchestre commença à jouer une valse lente et mélancolique. Dansez avec moi, commanda Julien. Ce n'était pas une question. Il l'entraîna sur la piste de danse. Il bougeait avec la même grâce prédatrice qu'il utilisait dans la salle du conseil. Chloé suivit son exemple, sa main reposant sur son épaule. Ils bougèrent en silence un moment, le monde tournant autour d'eux. « Vous détestez ça » murmura Chloé en levant les yeux vers lui. « Détestez quoi ?»« Ça. L'apparat. Les faux sourires. Vous avez l'air de vouloir brûler le bâtiment. » Julien baissa les yeux vers elle, surpris. « Je déteste ça. C'est un bassin de requins. Tout le monde ici veut un morceau de moi. »« Pas tout le monde, » dit doucement Chloé. La prise de Julien sur sa taille se resserra légèrement. « Et que voulez-vous, Chloé? À part l'argent. À part les archives. Je veux savoir pourquoi vous êtes si en colère, » dit-elle. « Vous avez tout. Argent, pouvoir, physique, mais vous marchez comme si vous portiez une montagne. » Julien regarda au loin, observant la foule. « Mon père a bâti cette entreprise. C'était un homme bon, mais il était faible. Il laissait les gens lui marcher dessus. Quand il est mort, les vautours ont tournoyé. J'ai juré que je ne serais jamais faible. J'ai transformé mon cœur en pierre pour pouvoir construire une forteresse. » Il la regarda à nouveau, son regard intense. Mais la pierre est lourde à porter. Pendant un instant, le masque glissa. Chloé vit le garçon solitaire à l'intérieur du milliardaire impitoyable. Elle ressentit une pointe de culpabilité. Elle était ici pour le détruire, pour exposer ses crimes. Mais en regardant dans ses yeux, elle réalisa qu'il n'était pas le monstre qu'elle avait imaginé. Il était juste brisé. « Peut-être avez-vous juste besoin de quelqu'un pour aider à la porter, » murmura-t-elle. Julien arrêta de danser. Ils étaient au milieu de la piste,
mais on aurait dit qu'ils étaient les deux seules personnes sur Terre. Il leva une main et écarta une mèche de cheveux rebelles de sa joue. Son toucher était incroyablement doux. « Faites attention, Chloé, avertit-il doucement. Si vous me faites vous apprécier réellement, ce divorce va être très difficile. » Le cœur de Chloé rata un battement. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais soudain, les lumières de la salle de bal clignotèrent et s'éteignirent. La panique éclata. Des cris résonnèrent. « Restez près de moi !» ordonna Julien en saisissant son bras. Un projecteur s'alluma sur la scène. Victoria Delacroix se tenait là, tenant un micro, un sourire cruel sur les lèvres. « Mesdames et messieurs !» annonça Victoria. « Tellement désolé pour l'interruption, mais nous avons une surprise spéciale, un hommage au nouveau PDG et à sa charmante épouse. » Un écran géant derrière elle s'alluma. Des photos apparurent, mais ce n'étaient pas des photos de mariage. C'étaient des photos de Chloé datant d'il y a 2 jours, portant son uniforme de serveuse, sortant des sacs poubelles, fumant une cigarette pendant une pause. Ce qu'elle ne faisait pas réellement, c'était photoshopé. Puis une vidéo fut diffusée, des images de sécurité de l'apogée, montrant Julien jetant de l'argent sur elle et elle le ramassant. La foule aleta. Des rires ondulèrent à travers la salle. « Vous voyez » ronronna Victoria. « Julien ne s'est pas marié par amour. Il a acheté un rat des rues pour garantir son héritage. Est-ce l'homme que vous voulez pour diriger le groupe Delacroix? Un homme qui se moque du mariage? Un homme qui choisit sa femme dans le caniveau? » Chloé se fija. L'humiliation était absolue. Elle se sentait nue, exposée. La salle entière riait d'elle. Elle retira sa main de celle de Julien. « Yeah. Je dois partir. »« Chloé attends, » cria Julien. Mais elle se tourna et courut. Elle se fraya un chemin à travers la foule, les larmes aveuglant ses yeux. Elle courut hors de la salle de bal, dévala le grand escalier et sortit dans la nuit pluvieuse de Paris. Elle s'attendait à ce que Julien reste pour sauver la face, pour limiter les dégâts. Mais alors qu'elle atteignait le bas des marches, sanglotant, elle entendit des pas lourds derrière elle. « Chloé !» Elle pivota. Julien était là. Il avait quitté le gala. Il était trempé, son smoking ruiné. « Retournez-y !» cria-t-elle. Elle a gagné. Tout le monde sait. Vous êtes la risée de tous. Je m'en fiche, grogna Julien. Il saisit ses épaules, la secouant légèrement. Laissez-les rire. Je me fiche d'eux. Pourquoi m'avez-vous suivi? Parce que, dit Julien, sa voix rauque, tu es la seule chose réelle que j'ai trouvée en 10 ans. Et puis, sous la pluie battante, le PDG milliardaire embrassa la serveuse. Ce n'était pas pour les caméras. Ce n'était pas pour un contrat. C'était désespéré, passionné et réel. Et pour la première fois, Chloé Vasseur l'embrassa en retour, non pas comme une espionne, mais comme une femme tombant amoureuse de son ennemi. Le lendemain matin du gala fut un tourbillon. La presse s'en donnait à cœur joie. Un milliardaire épouse une serveuse, un conte de Cendrillon ou une arnaque corporative, était le titre de tous les journaux. Mais à l'intérieur du Penthouse, l'atmosphère avait changé. Julien n'était pas en colère à propos de la vidéo. Il était énergisé. Il avait déclaré la guerre à Victoria. Il passa la matinée à licencier l'équipe de sécurité qui avait divulgué les images et à publier des déclarations défendant Chloé. Chloé, cependant, était en mission. « Vous avez promis », dit-elle en entrant dans son bureau à domicile. « Le gala est terminé. J'ai joué mon rôle. Je veux la clé des archives. » Julien leva les yeux de son bureau. Il avait l'air différent aujourd'hui, plus doux. Il marcha vers elle. « Chloé, » dit-il. « À propos d'hier soir. » Le marché, Julien, dit-elle, endurcissant son cœur. Elle ne pouvait pas laisser le baiser la distraire. Elle devait se souvenir de son père assis dans une cellule. Un marché est un marché. Julien soupira. La douceur disparut, remplacée par la résignation. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une carte clé noire élégante. Niveau sous-sol, chambre forte 3. Utilisez le code du scanner rétinien 77, alpha. Cette carte contournera l'alarme secondaire. Il la lui tendit. Soyez prudent. Il y a des choses dans ces dossiers qui, eh bien, le passé est laid. Je sais, dit-elle en arrachant la carte. Yeah. Compte là-dessus. Elle attendit que Julien parte pour une réunion du conseil. Dès que les portes de l'ascenseur se fermèrent, elle bougea. Elle descendit dans les entrailles de la tour Delacroix. L'air devint plus froid à mesure qu'elle descendait. La salle des archives était une forteresse. Elle passa la carte. Bip. Elle tapa le code. Bip. La lourde porte en acier s'ouvrit en sifflant.
Des rangées et des rangées de classeurs s'étendaient devant elle. Cela sentait la poussière et les secrets. Chloé courut vers la section marquée « Acquisition 2018 ». Ses mains tremblaient alors qu'elle feuilletait les dossiers. Projet Hydra. Projet Titan. Projet Sinclair. Elle sortit l'épais dossier. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Elle s'assit sur le sol en béton froid et l'ouvrit. Elle lut la stratégie d'OPA hostile. C'était brutal, agressif, mais légal. Puis elle trouva les audits financiers. Non, murmura-t-elle. Elle tourna la page. Il y avait un document intitulé « Note interne, montage détournement Sinclair ». Son souffle se coupa. C'était ça. La preuve que son père avait été piégé. Elle lut la note. Objet, fabrication du grand livre B. Objectif, planter de fausses preuves de transfert de fonds vers le compte offshore de Mark Sinclair pour dévaluer le prix de l'action avant l'achat. C'était une preuve irréfutable. Cela détaillait exactement comment ils avaient piégé son père pour baisser la valeur de l'entreprise afin que le groupe Delacroix puisse l'acheter pour une bouchée de pain. Chloé scanna jusqu'au bas de la page pour voir qu'il avait d'autorisé. Elle s'attendait à voir la signature de Julien Delacroix. Elle était prête à le haïr. Elle voulait le haïr. Mais la signature n'était pas celle de Julien. Elle était signée Victoria Delacroix. Et en dessous, une deuxième signature du directeur financier de l'époque, Arthur Fabre. Chloé fixa le papier. Julien n'avait pas signé. En fait, il y avait une deuxième note attachée, une impression d'email furieux de Julien datée de 3 jours plus tard. A. Victoria Delacroix. 2. Julien Delacroix. Objet. Arrêté. J'ai découvert ce que vous prévoyez avec l'affaire Sinclair. Je ne veux pas que cette entreprise soit bâtie sur la fraude. Si vous plantez ces preuves, j'irai moi-même voir l'AMF. Annulez l'opération immédiatement. Nous battons Sinclair à la loyale ou pas du tout. Chloé halta. Julien avait essayé de l'arrêter. Il avait défendu son père. Mais il y avait une note manuscrite dans la marge de l'email de Julien, de l'écriture arachnéenne de Victoria. Julien est trop tendre. Procédez à l'opération. Assurez-vous que Julien ne voit jamais le rapport final. Enterrez ceci. Chloé s'assit en arrière, les papiers tremblants dans ses mains. Julien était innocent. Il n'était pas le monstre. Il était une victime des machinations de sa belle-mère, tout comme son père. Il vivait avec la culpabilité d'avoir détruit une famille, pensant qu'il avait juste été impitoyable, ne sachant jamais que c'était en fait un crime orchestré dans son dos. « Oh mon Dieu !» murmura Chloé. Il ne savait pas, elle commença à prendre des photos des documents avec son téléphone. Elle devait montrer cela aux avocats. Elle devait libérer son père. Soudain, la lourde porte en acier de la chambre forte claqua. Clang. L'obscurité avala la pièce. Les lumières rouges d'urgence clignotèrent, baignant les archives dans une lueur couleur sang. « Tu as trouvé ce que tu cherchais, ma chère. » Chloé se releva précipitamment, serrant le dossier contre sa poitrine. Victoria Delacroix sortit de l'ombre des étagères. Elle tenait un tasé dans une main et un téléphone jetable dans l'autre. À côté d'elle se tenait le chef de la sécurité, un homme loyal envers elle, pas envers Julien. « Vous, halta Chloé. Comment êtes-vous entré ?»« Je te surveille, » sourit Victoria en s'approchant. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi. La façon dont tu parlais à Fabre, la façon dont tu regardais Julien. Alors, j'ai lancé une vérification d'antécédents plus approfondie. Pas sur Chloé Vasseur, mais sur la fille de Mark Sinclair. » Victoria jeta un dossier manille sur le sol. Il s'ouvrit, révélant des photos de Chloé au lycée debout à côté de son père. « Tu es une fille intelligente, Chloé Sinclair, » siffla Victoria. « Venir ici pour blanchir le nom de papa. C'est presque poétique. »« J'ai la preuve, » dit Chloé en levant le dossier. « J'ai la preuve que vous l'avez piégé. J'ai la preuve que Julien est innocent. »« Et à qui vas-tu la montrer ?» demanda Victoria en vérifiant ses ongles. « Tu es en violation de propriété dans une chambre forte sécurisée. Et regarde. » Victoria pointa le plafond. De la fumée commença à siffler des bouches d'aération. Gasalón, expliqua calmement Victoria. C'est un système d'extinction d'incendie. Il aspire l'oxygène de la pièce pour protéger les fichiers papier. Très efficace. Très mortel pour les humains qui se retrouvent piégés à l'intérieur. Vous êtes folle. Chloé toussa. Je suis une femme d'affaires, corrigea Victoria. Quand on te trouvera morte, ce sera un accident tragique. Une serveuse confuse a erré dans la mauvaise pièce et s'est retrouvée enfermée. Julien sera dévasté pendant une semaine, et ensuite je le consolerai, et je reprendrai mon entreprise.
Victoria recula vers la porte. Au revoir, Madame Delacroix. Non, urla Chloé. Victoria sortit. Le garde de sécurité claqua la porte. Le verrou électronique s'engagea avec un bruit sourd et fatal. Chloé courut vers la porte, martelant dessus. À l'aide. Julian. À l'aide. Mais les murs étaient insonorisés. Le gaz sifflait plus fort. L'air commençait à se raréfier. Elle attrapa son téléphone. Pas de signal. La chambre forte était une cage de Faraday. Elle regarda le dossier. Elle avait la vérité, mais elle allait mourir avec. Elle glissa le long de la porte, toussant, sa vision floue. Elle pensa à son père. Elle pensa à Julien. Elle pensa au baiser sous la pluie. « Je suis désolée, Julien », pensa-t-elle alors que l'obscurité s'insinuait. « Je n'ai jamais pu te dire la vérité. » Ses yeux se fermèrent. 30 étages plus haut, Julien Delacroix faisait les 100 pas. Il s'attendait à ce que Chloé revienne aux Pentouzes dans les 20 minutes. Cela faisait 1 heure. Il vérifia sa montre. Il vérifia son téléphone. Il appela le poste de sécurité. « Ma femme a-t-elle quitté le bâtiment ?» demanda-t-il. « Non, monsieur. » Aucun signe de Madame Delacroix dans le hall, répondit le garde. Julien fronça les sourcils. Un nœud d'inquiétude se serra dans son estomac. Il essaya de l'ignorer. Chloé était capable. Elle lisait probablement juste les dossiers minutieusement. Mais ses instincts, ceux qui avaient fait de lui un milliardaire, hurlaient que quelque chose n'allait pas. Il s'assit à son ordinateur et ouvrit la grille de sécurité. Il voulait vérifier la caméra à l'extérieur de la chambre, forte juste pour voir si elle était toujours là. Erreur. Flux caméra désactivé. Julien se fija. La caméra ne devrait pas être désactivée. Elle était sur un circuit fermé. Il tapa une commande pour vérifier les journaux électroniques de la porte de la chambre forte. Statut, porte verrouillée. Système d'épuisement d'oxygène, actif. Heure d'activation, il y a 14 minutes. Le sang dans les veines de Julien se transforma en glace. Le système à long était conçu pour éteindre les incendies en déplaçant l'oxygène. Si une personne était à l'intérieur, elle avait moins de 3 minutes avant l'inconscience, 10 minutes avant des lésions cérébrales, 15 minutes avant la mort. Elle était là-dedans depuis 14 minutes. Non, murmura Julien. Il n'appela pas la sécurité. Il n'appela pas la police. Il courut. Il sprinta hors du Penthouse, ignorant l'ascenseur. C'était trop lent. Il s'engouffra dans la cage d'escalier, prenant les marches 3 par 3. Il sautait par-dessus les rampes, ses chaussures coûteuses dérapant sur le béton. Il bougeait avec la vitesse désespérée et terrifiante d'un homme regardant son monde brûler. Il atteignit le niveau du sous-sol, sa poitrine se soulevant violemment. Le couloir était silencieux. La lumière rouge au-dessus de la porte de la chambre forte pulsait comme un rythme cardiaque lent. Danger, danger, danger. Julien se jeta sur le clavier. Il tapa son code maître de contournement. Accès refusé. Bon sang, rugit-il, frappant son poing contre l'acier. Victoria. Ce devait être Victoria. Elle avait verrouillé le système de l'extérieur. Il regarda autour de lui frénétiquement. Il vit la hache d'incendie dans le boîtier en verre sur le mur. Il brisa le verre avec son coude, ignorant les éclats qui entaillaient sa peau. Il saisit la lourde hache. Il savait qu'il ne pouvait pas trancher une porte blindée en acier, mais il pouvait détruire le mécanisme de verrouillage électronique qui maintenait le joint magnétique. Il balança la hache avec une fureur primitive. Clang. Des étincelles volèrent. Il frappa encore. Et encore. Le boîtier en plastique du clavier éclata. Les fils étincelèrent. « Ouvre-toi » hurla-t-il, lâchant la hache et enfonçant ses doigts dans les circuits exposés. Il arracha les fils, court-circuitant la connexion. Avec un lourd gémissement hydraulique, le joint magnétique se désengagea. Julien saisit le volant de la porte et le fit tourner. C'était un poids mort, lourd. Il planta ses pieds et tira, ses muscles se tendant, ses veines saillant dans son cou. La porte grinça et s'ouvrit d'un pied. Un flot d'air chimique froid le frappa. Il se glissa par l'ouverture. La pièce était sombre, éclairée seulement par les stroboscopes rouges d'urgence. Chloé. Il la trouva recroquevillée contre le mur du fond, serrant un dossier contre sa poitrine. Sa peau était pâle, ses lèvres bleues. Elle ne bougeait pas, non, non, non. Ne t'avise pas, sanglota Julien, tombant à genoux. Il la rassembla dans ses bras. Elle était terriblement inerte. Il se fichait du gaz. Il se fichait du danger. Il la souleva, la portant hors de la chambre forte et dans le couloir où l'air était pur.
Il l'allongea sur le sol en béton. Il vérifia son pouls. Faible, filant. Mais là. Respire, Chloé. Allez. Il commença la RCR. Il comprima sa poitrine, comptant le rythme. 1, 2, 3, 4. Il inclina sa tête en arrière et souffla de l'air dans ses poumons. Rien. Allez, cria-t-il, les larmes ruisselant sur son visage. Tu n'as pas le droit de me quitter. Tu n'as pas le droit d'entrer dans ma vie, de me faire t'aimer et ensuite de mourir. Il pompa sa poitrine à nouveau. 1, 2, 3. Soudain, Chloé halta. C'était un son déchiqueté, horrible, comme une victime de noyade brisant la surface. Son corps convulsa, et elle toussa violemment, ses poumons se battant pour l'oxygène. Julien s'effondra en arrière, tremblant de manière incontrôlable. Il saisit sa main, la portant à ses lèvres. « Je te tiens. Tu es en sécurité. Je te tiens. » Les yeux de Chloé papillonnèrent et s'ouvrirent. Elle regarda le plafond, puis Julien. Sa vision était floue, sa gorge brûlait comme du feu. « Le dossier, » râla-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Oublie le dossier, » dit Julien, caressant ses cheveux. « Nous devons t'emmener à l'hôpital. »« Non, » siffla-t-elle, saisissant sa chemise avec une force surprenante. Elle fourra le dossier froissé contre sa poitrine. « Lis-le. Pas toi. Ce n'était pas toi. » Julien baissa les yeux vers le dossier. Même dans la lumière faible, il reconnut l'entête Sinclair. Il l'ouvrit. Il vit la note. Il vit la signature de Victoria. Il lut le tout en 10 secondes. La réalisation le frappa comme un coup physique. Il regarda Chloé, la femme qu'il avait achetée, la serveuse qu'il avait sous-estimée. Elle ne s'était pas seulement sauvée elle-même. Elle avait sauvé son âme. Elle avait trouvé la preuve qu'il n'était pas le méchant qu'il pensait être. « Tu savais, » murmura Julien. « Tu es la fille de Marc Sinclair. » Chloé hocha la tête faiblement, des larmes coulant de ses yeux. « Je suis venu pour te détruire. Je suis désolé. » Julien ferma les yeux, pressant son front contre le sien. « Tu ne m'as pas détruit, Chloé. » Two Emmas Sov. Il se leva, la soulevant à nouveau dans ses bras. Son visage n'était plus terrifié. Il était froid, dur et totalement impitoyable. « Repose-toi maintenant, » lui dit-il. « Je vais t'emmener là-haut, et ensuite je vais m'occuper de ma famille. » 2 jours plus tard, la salle du conseil du groupe de la Croix était bondée. C'était une réunion d'urgence convoquée par Victoria de la Croix. Elle était assise en bout de table, vêtue d'un tailleur noir strict, ressemblant en tout point à la belle-mère en deuil. « C'est avec le cœur lourd, » commença Victoria, sa voix tremblant d'une fausse émotion, « que je dois discuter de la direction de cette entreprise. Comme vous le savez, Julien a été instable ces derniers temps, et avec l'accident tragique impliquant sa nouvelle épouse, qui est actuellement dans le coma, il est clair qu'il est inapte à diriger. » Les membres du conseil murmurèrent. Ils avaient entendu l'histoire que Victoria avait tissée. Chloé avait erré dans une zone restreinte non autorisée et déclenché un accident. Julien était désemparé. « Je propose, » continua Victoria, « un vote de défiance. J'assumerai le contrôle intérimaire des fonctions de PDG avec effet immédiat. »« Je seconde la motion, » dit un membre du conseil que Victoria avait soudoyé. « Tous ceux qui sont pour ?» demanda Victoria, un sourire triomphant tirant sur ses lèvres. Des mains commencèrent à se lever autour de la table. Bam. Les doubles portes de la salle du conseil s'ouvrirent à la volée. Victoria se fija. Julien de la Croix entra. Il était impeccable dans un costume bleu marine, le visage rasé, les yeux clairs et tranchants. Mais il n'était pas seul. Poussant un fauteuil roulant, à côté de lui se trouvait Chloé. Elle avait l'air frêle, enveloppée dans une couverture, mais elle était éveillée et elle tenait une pile de papier. Julien, balbutia Victoria en se levant. Nous pensions que tu étais à l'hôpital. Nous ne pensions pas. Vous ne pensiez pas que je survivrais, coupa Chloé. Sa voix était rauque, mais elle porta à travers la salle silencieuse. Chloé, ma chère, tenta de récupérer Victoria en contournant la table. Dieu merci, nous étions si inquiets. L'accident était... Asseyez-vous, Victoria, commanda Julien. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait une autorité si absolue que Victoria s'assit réellement. Julien marcha vers l'avant de la salle. Il posa une clé USB sur la table. « Il n'y a pas eu d'accident, » dit Julien au conseil. « Il y a eu une tentative de meurtre. » La salle éclata en exclamations. « Il y a 3 jours, » continua Julien, projetant les images de la clé USB sur l'écran principal, « ma femme a trouvé ces documents dans les archives. Ils prouvent qu'en 2018,
Victoria Delacroix et le directeur financier Arthur Fabre ont conspiré pour fabriquer des preuves de détournement de fonds contre Mark Sinclair. Ils ont piégé un homme innocent pour faire chuter le prix d'une action. L'écran montrait les notes, les signatures, l'email que Julien avait envoyé pour essayer d'arrêter cela, et l'ordre de Victoria de l'enterrer. C'est un mensonge, hurla Victoria. Ils l'ont falsifié. C'est une serveuse. C'est une moins que rien. Elle est Chloé Sinclair, annonça Julien. Et elle est la propriétaire légitime des actifs que vous avez volés. Julien fit signe vers la porte. 2 inspecteurs de la brigade financière entrèrent, suivis d'un Arthur Fabre pâle et menotté. « Monsieur Fabre a déjà passé un accord, » dit Julien froidement. « Il nous a donné les Enregistrements audio. Victoria. Il a enregistré chaque appel téléphonique que vous avez passé, y compris celui où vous lui avez dit de désactiver les capteurs de sécurité de la chambre forte. » Victoria regarda la police, puis Julien, et enfin Chloé. Le masque s'effrita. Son visage se tordit en un rictus de haine. « Je l'ai fait pour cette entreprise. » hurla-t-elle alors que les inspecteurs saisissaient ses bras. « Ton père était trop faible. Tu étais trop tendre. J'ai fait ce qui devait être fait. Vous l'avez fait par avidité, » dit doucement Chloé. « Et maintenant, vous perdez tout. » Alors que Victoria était traînée hors de la salle en hurlant, le silence descendit. Julien se tourna vers le conseil. Je rétablis la pension de Mark Sinclair et je blanchis son nom. Je dissous la clause de fiducie et je reste PDG. Des objections? Silence. Bien. La séance est levée. Le balcon du Penthouse était différent maintenant. Il était rempli de plantes, jasmin, lavande, rose. Cela sentait la vie. Chloé se tenait près de la balustrade, regardant la ville. Son père avait été libéré ce matin-là, sa condamnation annulée. Il séjournait dans une suite d'invités au Plaza Athénée, entièrement payée par Julien. Elle entendit la porte vitrée glisser. Julian sorted. « Il est en sécurité » demanda Julien. « Il est en sécurité. » Chloé saw it. « Il dort dans un vrai lit pour la première fois en 4 ans. » « Bien. » Julien se tint à côté d'elle. Il avait l'air nerveux. Le milliardaire qui pouvait écraser des entreprises d'un regard triturait ses boutons de manchette. « Alors, » dit Chloé en se tournant vers lui, « le contrat, il est nul. Vous avez votre entreprise. J'ai mon père. Le marché est conclu. » Techniquement, dit Julien, le contrat de mariage est invalide parce que je l'ai déchiré. Chloé haussa un sourcil. Vous l'avez déchiré. Chloé. Julien se tourna pour lui faire face. Vous m'avez menti. Vous avez infiltré mon entreprise. Vous m'avez manipulé. Je l'ai fait, admit-elle. Et je m'en fiche. Il plongea la main dans sa poche. Il ne sortit pas le diamant énorme et tapax en grave-l'œil qu'il avait utilisé pour le faux mariage. Il sortit une bague simple et élégante, en platine vintage avec un saphir profond. C'était celle de ma mère, dit-il doucement. C'est la seule chose sur laquelle Victoria n'a jamais mis la main. Le souffle de Chloé se coupa. Je ne veux pas d'une fausse femme, dit Julien, la voix chargée d'émotion. Je ne veux pas d'un contrat. Je ne veux pas d'un actif de fusion. Je veux la femme qui a eu le cran de me jeter de l'eau au visage. Je veux la femme qui a dansé avec moi sous la pluie. Je te veux, toi. Il mit un genou à terre. Chloé Sinclair, veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Pas d'argent, pas de date limite, juste nous. Chloé regarda l'homme qui avait été son ennemi, son patron et son sauveur. Elle vit la vulnérabilité dans ses yeux. Elle sourit, des larmes coulant sur ses joues. Gratuitement, taquina-t-elle. Je te paierai quand même le dîner, promit-il. Alors oui, murmura-t-elle. Oui, Julien, je le veux. Il se leva et l'embrassa, et au-dessus de la ville, parmi les fleurs et les étoiles, le marché fut scellé, non pas avec une signature, mais avec une promesse d'éternité.